Alors, nous allons démarrer cette journée par un sujet sur la méditation. Comment vider son cerveau pour écouter son corps, parce que vous le savez, dans une société qui va de plus en plus vite, où on est parfois de plus en plus actif, on a tendance un petit peu à oublier son propre bien-être, et la méditation donc permet justement de retrouver ce calme, de renouer avec le corps. Et donc nous avons la très grande chance d'accueillir 3 experts qui vont nous parler de ces bienfaits à la fois sur le plan psychologique et physiologique. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir Olivier Perroux, qui est journaliste au Point et qui va animer cette conférence. Et donc, les experts, Claire Mizzi, psychologue et psychothérapeute, auteur avec le docteur Céline Tran de Votre meilleur avis, c'est vous, et les psys se confient, sous la direction de Christophe André. Votre ouvrage, Claire, est disponible auprès de notre libraire et je pense que vous le signerez au terme de cet échange. Le docteur Fulvio Mazzola, médecin généraliste et psychothérapeute, il a participé à la création du diplôme universitaire de méditation donc à la faculté de médecine de Nice, et il est également moine zen. Et le docteur Jean-Christophe Seznec, psychiatre, médecin du sport, blogueur, conférencier, spin docteur auprès de spécialités. Il a écrit lui également de nombreux ouvrages, dont Débrancher son mental, trucs et astuces pour ne plus ressasser et profiter de la vie. L'ouvrage est également disponible auprès de notre libraire avec une séance de dédicace. Olivier, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors je voudrais commencer par, alors certains d'entre vous ont pu participer à la séance de méditation qui a été donnée sur la plage. Et je voudrais qu'on s'attaque à un lieu commun pour définir la méditation. C'était ma première méditation, je trouvais ça très compliqué en fait. C'est pas du tout du repos, il y a une certaine gymnastique à avoir pour faire de la méditation. Ça se ressemble presque à du sport en fait, Claire. Oui, c'est souvent il marche là le micro, oui. C'est souvent le parallèle qui est fait. En fait, comme on peut s'entraîner pour apprendre un instrument de musique ou faire du sport, on peut vraiment entraîner son cerveau. Et on a parlé hier beaucoup de plasticité cérébrale. En fait, notre cerveau est capable de se transformer tout le temps. Et la méditation va nous aider à développer des qualités d'attention et autres dont on va parler tout à l'heure, en l'entraînant régulièrement, patiemment, avec enthousiasme. Alors justement, on parle beaucoup des applications qui nous aident à méditer. Est-ce que c'est un bon début ? Comment on médite bien ? En répondant à la première partie de la question, c'est difficile de faire simple, c'est difficile de s'asseoir, c'est difficile de faire le vide, c'est difficile d'installer le calme. Et pour cela, il faut un entraînement, effectivement. Après, on s'entraîne comme on peut et comme on veut aussi. Il y a plusieurs types de pratiques, des pratiques formelles, des pratiques informelles. Et je pense qu'il faut s'entraîner, effectivement, et surtout trouver l'outil qui nous permet de l'appliquer au quotidien, à chaque instant. Donc toutes les pratiques sont belles et bonnes, surtout que dans la méditation, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il y a juste pratiquer, exercer et savoir que tôt ou tard, cette pratique, cet entraînement va donner ses fruits. Donc on ne sait pas quand ces graines que l'on plante régulièrement dans ces journées vont germer, mais on sait que tôt ou tard, elles vont germer et que cela va nous faire du bien. Voilà. Pratiquer la méditation, c'est aller vers l'installation d'un certain calme et aussi d'une certaine lucidité, d'une certaine clarté dans l'esprit. Comment développer la clarté dans l'esprit et comment retrouver une certaine paix intérieure, un certain calme intérieur. Et pour cela, il faut développer la notion d'observation et la notion de juste être totalement dans l'expérience, observer de façon attentive et vivre chaque instant. Donc tout ça, c'est un entraînement, poser un regard différent sur l'expérience qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et l'expérience qu'on est en train de vivre à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'entraînement à avoir un nouveau regard sur une expérience. Justement, tout à l'heure sur la plage, c'était assez difficile finalement, non seulement de s'asseoir sur des cailloux, ça fait mal, disons-le, et puis en plus vous nous demandiez de nous concentrer sur les bruits ambiants, sur l'espace qui nous entoure et de faire abstraction, mais
souvent il y a des bruits qui perturbent notre concentration et on se met forcément à penser. Et Jean-Christophe, est-ce que finalement c'est assez compliqué de vider son esprit? L'idée, c'est pas de vider son esprit, c'est de vivre une expérience. Et une façon un peu schématique de se représenter les choses, c'est que nous avons deux cerveaux, un cerveau mental et un cerveau sensoriel. Le cerveau mental, il nous est utile pour réfléchir, mais parfois il peut déraper vers le passé, il nous amène à ressasser, et c'est source de souffrance, ou déraper vers le futur, et source d'anxiété, source de souffrance. Et donc, c'est développer cette flexibilité de l'esprit où on peut de temps en temps se focaliser sur notre mental et de temps en temps se focaliser sur l'expérience sensorielle. Et dans l'expérience sensorielle, on est juste là, simplement là. Mais c'est pas évident de rester ancré sur cette expérience sensorielle. Et dès qu'il y a une stimulation sensorielle, on peut être amené à la commenter, à la juger, voire à en faire un problème, et on redérape dans le mental. C'est pas grave, on se réentraîne, comme une sorte d'aïkido mental, à revenir dans cette expérience sensorielle pour juste la vivre. C'est pour ça qu'en méditation, on n'attend rien de particulier. C'est juste vivre avec curiosité et bienveillance cette expérience sensorielle. Alors, c'est une question que je voulais poser à vous trois, justement, c'est qu'est-ce qu'on cherche avec la méditation, qu'est-ce qu'on doit attendre de la méditation? Moi, je voulais juste, pour illustrer ce que vous venez de dire, je fais un tout petit retour en arrière. Concrètement, quand on était assis sur la plage, si moi je donne un petit exemple de ce qui m'est arrivé, donc je me suis installée, puis j'ai commencé à ramener mon attention sur ma respiration, de sentir l'air qui entre et qui repart. Et puis à un moment donné, j'avais une idée. Je me disais, est-ce que je vais pas attraper un coup de soleil pour tout à l'heure sur scène. Et je me disais, j'ai eu un petit coup de stress, donc projection dans le futur, avec un petit peu d'anxiété. Et là, j'ai vu, pensée anxieuse. Et puis, je suis revenue sur ma respiration. Puis après, j'ai senti mon assise, mon corps bien installé au sol. Puis de nouveau, je me disais, hier, le repas, c'était sympa. Hop, pensée dans le passé. Donc, c'est ce qu'expliquait Jean-Christophe. Et il se passe tout le temps ça. Donc, vider son esprit, c'est pas tellement possible. Par contre, prendre conscience qu'on est en train d'avoir des images, d'avoir des pensées qui bourgeonnent comme ça. Et d'habitude, on les suit. On n'essaye pas du tout de les arrêter ou de passer à autre chose, alors que là, on va prendre conscience, tiens, je ne suis pas dans l'instant, je ne suis pas en train de méditer sur la plage, je suis en train de penser à hier, à tout à l'heure. Et c'est cette possibilité, cette conscience-là de ce qui se passe dans notre tête qui nous permet de réengager volontairement notre attention sur l'instant présent, donc sur les sensations du corps, la petite tension dans le dos, la respiration très souple, et de revenir tout le temps vers cette expérience du moment, parce que la vie, elle est là, dans l'instant, et c'est ça qui va être transformateur petit à petit. C'est-à-dire que notre cerveau, il va un petit peu dans tous les sens, et nous, on va l'entraîner à réinstaller notre attention là où nous avons décidé. Petit à petit, au fil du temps, ça va développer des tas de qualités, notamment de conscience de soi, de connaissance de soi aussi. Et puis, je le dis là, mais on en reparlera, de bienveillance aussi pour soi-même, d'être un peu sympathique avec nous. Jean-Christophe parlait d'anxiété, d'autocritique, ça va très vite. Et si on est dans cet état d'esprit-là avec nous-mêmes, on le sera beaucoup plus avec les autres. Et je trouve que la méditation, c'est une pratique personnelle, mais qui a un objectif altruiste. Et du coup, j'ai perdu la question. Alors, la question, je pense que Fulvien s'en souvient, la question concrètement était de savoir qu'est-ce qu'on doit chercher justement dans ce que Claire raconte, dans ce moment présent, certes seul, mais en groupe. Qu'est-ce que la méditation, qu'est-ce qu'on doit chercher dans la méditation ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est de la clarté et de la paix. Et pour avoir cette clarté, il nous faut développer les capacités d'attention. Et il ne s'agit pas de faire le vide, c'est parce que s'installer dans le désir, dans le vouloir faire le vide, c'est une lutte, c'est une bataille. Il s'agit d'être vide, de ne rien retenir, de ne pas s'identifier à quoi que ce soit, à ne pas être accroché à quoi que ce soit, mais être totalement dans l'instant présent. Et cette capacité à être totalement dans l'expérience, parce que la vie, elle est là, elle est vraiment dans l'instant présent, elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. Il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir... ce matin, je parlais avec quelqu'un
Et je comparais le méditant comme un joueur de jazz. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un entraînement à la musique, il faut qu'il engrange toutes ses compétences pour qu'à un certain moment, il puisse improviser. Parce que la vie, ça ne prévient pas, quoi. Les événements, ça ne prévient pas. Il ne s'agit pas de méditer quand tout va mal. Il s'agit de, comme ce joueur de jazz, d'étudier la musique avec patience, effort, persévérance, pour pouvoir improviser un regard, une attitude, une manière d'être différente face à ces imprévus de la vie. Mais la vie change à chaque instant et il faut l'accueillir telle qu'elle est. Donc ce qu'on attend, c'est une qualité de présence, être en harmonie avec le monde intérieur, le monde extérieur. Dès que l'on ressent que l'on s'écarte de cette unité avec l'être intérieur et l'extérieur, on s'harmonise du mieux que l'on peut en y installant une intention de bienveillance et de compassion. Mais peut-on chercher finalement des bienfaits psychologiques, voire physiologiques en méditant? Oui, la souffrance est souvent liée aux histoires qu'on se raconte. Et on ne se rend pas suffisamment compte à quel point on passe son temps à se raconter des histoires. Et ces histoires déclenchent des émotions et déclenchent de la souffrance. Si on apprend à vivre l'expérience telle qu'elle, on s'émancipe de ces histoires qu'on se raconte, de ces jugements qui nous source de souffrance. Donc ça, c'est les bienfaits psychologiques. Après, la méditation et la pleine conscience a montré des effets physiologiques sur l'immunité, sur la plasticité cérébrale. Si on fait de la pleine conscience chez les personnes âgées, ils vivent plus longtemps, ils ont moins de problèmes de santé. Mais c'est aussi simple que les personnes âgées de les inscrire dans l'instant présent en leur demandant la météo dans les EHPAD, de leur demander d'arroser une plante, de se sentir concernés. Rien que ça, c'est d'être dans l'instant présent. Et il y a des études qui ont montré que les personnes âgées vivaient plus longtemps, avaient moins de problèmes de santé. Et puis, ça développe la plasticité cérébrale, ça développe aussi, comme on a discuté hier, ça régénère notre génome, et notamment nos télomères, qui sont le bout des chromosomes. Donc ça a vraiment un impact physiologique, à tel point que l'un des grands promoteurs de la méditation, de la pleine conscience, qui est John Kabat-Zinn, il a commencé par faire une étude sur l'intérêt de la pleine conscience dans le psoriasis. Donc il y a beaucoup de vertus psychologiques et physiologiques à faire cet entraînement mental. Alors justement, Jean-Christophe, vous avez travaillé avec des policiers, vous les avez fait méditer. Quelles conséquences, pourquoi ils sont venus vous voir et quelles conséquences ça a eu sur leur travail? On sait que les policiers, en tout cas au ministère de l'Intérieur et dans la police, c'est des métiers qui sont très éprouvés. Et la conséquence directe, c'est qu'il y a beaucoup de suicides. Les policiers se suicident 2 fois plus que la population générale. D'ailleurs, comme les gens qui éduquent, comme les gens qui soignent, comme les gens qui nourrissent. C'est des populations qui sont très vulnérables et c'est un vrai problème de société. Et dans l'exercice de leurs fonctions, il est nécessaire qu'ils développent des compétences pour savoir prendre soin d'eux. Et ils se sont dit que peut-être que la méditation, la pleine conscience, pouvait peut être une manière de faire une sorte de recette entre 2 interventions pour se remettre en ordre. Une image, moi j'aime beaucoup les images, c'est que la vie, ça nous met en désordre comme un Rubik's Cube. Et régulièrement, il faut arriver à se remettre en ordre. Donc, en se reconnectant à l'expérience sensorielle, ça nous remet en ordre. Mais on peut faire ça aussi chez soi. Moi, je promeux beaucoup, quand on rentre du travail, de faire ce que j'appelle un sas de décompression. On se remet dans l'expérience sensorielle le soir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes psychopathologiques qui arrivent le soir. On se met à grignoter, la boulimie c'est le soir. Moi je suis spécialiste de la trichotillomanie, on s'arrache les cheveux le soir. Il y a beaucoup de pathologies qui arrivent le soir parce qu'on est en désordre, en tension de notre journée. Et il faut savoir se remettre en ordre. Et donc chez ces policiers, c'est comment ils peuvent se remettre en ordre, se régénérer dans un métier qui est quand même exceptionnel, extraordinaire. On n'imagine pas à quoi ils sont confrontés. On a beaucoup parlé de résilience hier. Est-ce que la méditation, justement, aide à la résilience? Pour moi, oui, parce que comme disait Jean-Christophe et comme dit Cyrulnik, on est victime de nos récits, des discours que l'on a sur soi, sur notre vécu, sur le passé. Donc il est important de faire la paix avec ce qui s'est passé, avec notre vécu, de revisiter ce passé pour être en paix avec ce passé
Mais il est aussi important de prendre conscience que notre manière de penser, on a vu hier par exemple que notre cerveau se construit, s'organise au fur et à mesure de nos expériences, et de prendre conscience que la manière de porter notre regard, que notre regard construit notre vie, que ma vie va être telle que je la vois, telle que je la construis, au travers de mon regard, de prendre conscience, parce que la méditation, c'est avant tout une relation avec soi et avec les autres. Et comme disait Cyrulnik hier, le fait de prendre conscience que je n'existe qu'au travers de l'autre, du regard de l'autre, et des interactions que j'ai avec l'autre, je construis ma vie au travers de ces interactions. C'est-à-dire que là, il y avait un maître zen qui disait la chose suivante: apprendre à méditer, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'oublier, faire la paix avec soi. Mais surtout, la véritable transformation, comme disait Cyrulnik, la véritable résilience, c'est la capacité de s'ouvrir aux autres. Mais comme je disais tout à l'heure, s'ouvrir aux autres avec une intention d'harmonie et de bienveillance, parce que je construis ma réalité, ma vie, au travers de ces interactions. Dans le DU de méditation que j'anime ici à Nice, j'explique que la méditation, c'est passer du je au nous. C'est-à-dire que je n'existe qu'à travers mes interactions que je construis. Je suis percuté par mon passé, par ces récits, par les histoires que je me raconte, mais je me construis au travers des interactions que j'applique ici et maintenant. Donc, apportant une intention bienveillante à chaque instant, et je pourrais faire preuve de résilience. C'est-à-dire, je vais rentrer en interaction, non pas comme citait Cyrulnik, le simple fait de se remémorer les traumatismes, s'il s'agit que de ça, on peut se détruire. Mais si on a cette capacité de reconstruire au travers de nouvelles interactions ma réalité, je me reconstruis, je rebondis. Donc pour moi, la méditation est totalement un outil de résilience. D'ailleurs, il y a des thérapies axées qu'on applique régulièrement en thérapie, axées sur la méditation, qui s'occupent d'aborder l'enfant intérieur, mais aussi donc la souffrance passée, vécue, mais aussi de construire une nouvelle réalité. Vous partagez, Claire ? Oui, complètement. Et en fait, moi, j'aime bien passer par des exemples pour voir un petit peu ce que la méditation peut proposer. Et par exemple, juste imaginez une petite situation, vous êtes chez vous avec votre famille, quelquefois c'est les personnes qu'on aime peut-être le plus, mais c'est avec eux qu'on se dispute le plus. Et imaginez, vous êtes dans votre cuisine et un ado chez vous laisse tomber quelque chose par terre, ça vous surprend. On a un coup de stress, ça c'est normal, une réaction physiologique, ça on ne peut pas l'empêcher. Qu'est-ce qui risque de se passer si j'ai ce coup de stress et que je trouve ça désagréable, je peux me retourner énervée en disant « mais qu'est-ce que tu fais ? T'es vraiment maladroit, pourquoi tu as fait tomber ça ? Tu casses tout le temps. Qu'est-ce qui se passe si je lui parle comme ça ? On va s'engueuler en un mot. Hein. Et or, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un coup de stress. Si je suis très consciente, si je suis méditante depuis longtemps, je vais percevoir ce coup de stress beaucoup plus vite parce que j'ai appris à me connecter à mes réactivités. Et je vais me dire, ah tiens, ça me stresse, ça m'a fait sursauter. Et je vais me retourner et mon ado, je vais peut-être pas lui parler comme ça. Je vais lui dire, oh, tu m'as surpris, tu m'as fait peur, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, vous voyez que toute l'interaction avec ce jeune va être différente. Il va me dire, ah, excuse-moi, je fais tomber le verre, puis écoute, ça arrive. C'est plus un problème, j'ai juste eu un choc, j'ai ressenti ce choc-là et j'ai pas mis des interprétations dessus. Parce que si je lui dis, t'es incapable de porter quoi que ce soit, t'es maladroit et tout, j'interprète, je le juge, et lui, il va se défendre, ou elle va se défendre. C'est juste un petit exemple. Donc, cette question là, on voit bien que c'est du stress normal de la vie quotidienne, mais la méditation, ça va nous aider à prendre conscience de tous les petits signaux faibles qui se passent dans notre corps, puis aussi les gros chocs, mais ça, en général, on passe pas à côté. Et donc, concernant la résilience, ce dont on s'aperçoit, c'est que petit à petit, avec la méditation, comme on va se ramener dans l'instant présent, ça agit sur une partie du cerveau qui est responsable des émotions. Et donc, une émotion, c'est une réaction normale du corps qui nous aide à réagir tout à fait justement dans la vie.
Mais sauf que ce qui se passe souvent, c'est que si on a une émotion forte, on va y mettre du blabla mental dessus. On va se dire, oh là là, ça se trouve, il y a un danger, puis on va entretenir l'émotion. Et souvent, quand on a du mal à être résilient, c'est que y a cette espèce de bouffée émotionnelle qu'on n'arrive plus à calmer. Et quelquefois, moi j'instruis des groupes MBSR ou MBCT, qui sont des groupes de méditation qui est proposé de façon très universelle. Et MBCT, c'est en prévention des rechutes dépressives. On se rend compte, les personnes, quand elles ont traversé une dépression, elles viennent au groupe, elles ne sont plus dans cet épisode dépressif, mais ça fait peur de retomber dans un épisode dépressif. Donc, on essaye de leur faire repérer petit à petit les signes avant-coureurs de la dépression, au lieu d'être dans l'évitement émotionnel et de se dire, ah là là, je ne veux surtout pas retomber là-dedans. Voilà. J'avais envie de vous poser la question donc, de la méditation comme outil de lutte contre la douleur, qu'elle soit psychique ou physique, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Alors, c'est presque l'inverse, parce que la méditation, c'est pas un outil de combat, de lutte. Oui, enfin, ouais, oui, ce que je veux dire. C'est justement Est-ce parce que ça peut aider à apprivoiser peut-être la douleur. C'est justement parce qu'on lutte contre la douleur qu'on crée une double peine émotionnelle. Et très souvent, la part émotionnelle est plus importante que la sensation nociceptive. Bah, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, dans un jardin, je prends une table, je la soulève et il y avait une guêpe en dessous. Je me fais piquer. Et j'ai observé ma douleur. J'ai dit, ah, je me suis fait piquer, ça fait mal. J'ai pas fait, ah, ça me fait mal, ah. J'ai pas été dans cette réaction émotionnelle. Et le simple fait d'apprendre à observer sa douleur, ça diminue la perception de la souffrance qu'on peut avoir. Donc la méditation est très bien, un très bon outil là-dessus. D'ailleurs, il y a un excellent livre de Frédéric Dionne, Se libérer de la douleur, avec des exercices pour apprendre à observer ses pensées, observer ses sensations et ne pas se laisser hameçonner par cette réaction émotionnelle. Ouais, c'est très important ce que dit Jean-Christophe, parce qu'il y a ressentir la douleur et puis avoir l'expérience de la douleur, c'est le récit, c'est le vécu de la douleur. Le vécu, c'est une histoire, d'accord ? C'est pour ça que nous, on distingue deux termes différents, qui est la douleur et la souffrance. La douleur, elle est inéluctable, elle est sensorielle, mais la douleur peut être le vécu douloureux, de l'expérience douloureuse. Et c'est valable aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur. Au niveau intérieur, une expérience traumatisante, si on la regarde d'une certaine manière, elle peut ne pas laisser des traces. Mais suivant la manière dont on observe, c'est pour ça que je parle souvent du regard sur une expérience, et la méditation est un regard sur mon regard. C'est un regard sur ma manière de vivre ma vie. Comment j'observe, comment je réagis, comment j'interprète, comment je commente l'expérience. Et le vécu, c'est un commentaire, c'est une pensée. Si on réalise profondément que ce qui détermine qu'une expérience est agréable ou désagréable, ce n'est qu'une pensée. Une pensée. Et une pensée, c'est une construction personnelle, ce n'est pas la réalité. Je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que comme l'expérience de la douleur, elle est importante. Tout à l'heure, on parlait de ces moments de stress si notre ado fait tomber quelque chose, mais le stress parfois et l'expérience de la douleur avec cette guêpe qui vous pique, c'est important. Ça vous permet de ne pas recommencer, de faire plus attention. Le stress permet de rester alerte aussi. Alors, vous voyez que dans mon exemple de l'ado, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un coup de stress, mais aussi ça me déplaît. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je l'attaque avec une phrase désagréable. Si je prends conscience du choc que j'ai eu et de ce désagrément, je vais prendre ça à mon compte et tourner mon attention vers l'ado avec beaucoup de curiosité, en disant qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, ça m'a surpris. Donc, bien sûr qu'on a besoin du stress, c'est hyper important. La douleur, si on n'avait pas, c'est terrible la douleur, mais en même temps, si on n'avait pas de douleur, on n'aurait pas le signal, on se blesserait sans s'en rendre compte. Alors, sur la question de la douleur, pour continuer sur ce que mes deux collègues, enfin, Fulvien et Jean-Christophe ont dit, en fait, ce qui se passe, c'est que l'impact de la douleur, il est réel. J'ai mal, je le ressens et ça monte au cerveau et c'est très douloureux. Ce qui se passe, comme Fulvien disait, on y met de la souffrance par-dessus, c'est-à-dire
la peur d'avoir mal. Des gens qui ont des douleurs chroniques, souvent ils disent j'ai des douleurs, mais ensuite j'ai peur du moment où la douleur va arriver. Et ça, c'est douloureux aussi, bizarrement, parce qu'on va se focaliser sur les moindres petites sensations de douleur et s'inquiéter. On rajoute de la douleur à et la on douleur. on rajoute une couche de souffrance à la douleur. Si j'ai une douleur et que je lutte, je vais peut-être crisper mes muscles autour et ça va rajouter de la douleur, là pour le coup vraiment. Et sinon, je vais rajouter des pensées sur la douleur, la peur d'avoir mal, des pensées anxieuses, le dire non, je ne vais pas commencer à faire quelque chose parce que si ça se trouve, je ne vais pas être bien. Et tout ça, ça augmente la perception de la douleur parce que je suis focalisée en permanence. Alors si je me dis, il y a des expériences avec des méditants qui ont montré, on leur faisait dans un IRM fonctionnel un petit choc douloureux en les prévenant 10 minutes avant. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes méditantes ont pas de perception de douleur, puis au moment où on les brûle un tout petit peu, la douleur monte très fort, donc elles ressentent la douleur comme nous tous, et puis une fois que l'impact, le corps a régulé cette douleur, ça redescend et de nouveau ils ont plus mal. Quand c'est des personnes qui sont pas méditantes, on leur dit dans les 10 prochaines minutes, on va vous faire mal. Et alors là, ils commencent à avoir mal, en fait, physiologiquement, ils n'ont pas mal pour de vrai, mais ils commencent à ressentir une douleur, et en fait, c'est de l'anxiété. Ça explique un peu mieux ? Oui, ouais. Parfaitement même, Fulvien. Oui, le stress n'est pas un problème, hein, parce qu'il faut avoir du stress pour présenter un examen, il faut avoir du stress pour se préparer à quelque chose, mais il y a un stress qui est adaptatif et un stress qui est paralysant. Donc le problème n'est pas le stress, le problème c'est la quantité de stress. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir apprendre à faire face au stress. Mais ça c'est une expérience personnelle, c'est un vécu intérieur qu'on doit pouvoir apprendre à se gérer soi-même, quoi. Christophe, à trop méditer finalement, est-ce qu'on risque de se déconnecter, de ne plus être alerte ? Non, parce que à force de se raconter des histoires, on n'est pas dans le présent. Moi, j'aime bien cette phrase que j'ai entendue en Afrique, qui dit « Vous, les Blancs, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressés de mourir. » Donc, chaque jour est une vie. Donc, vivons cette vie d'aujourd'hui et vivons l'expérience sensorielle, l'expérience d'aujourd'hui. Après, il ne faut pas être tout le temps en pleine conscience, sinon c'est fatigant. Mais la pleine conscience, c'est comme vivre dans une maison au mur de verre. C'est quand on en a besoin, on peut aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe. Mais on n'est pas obligé de tout voir en permanence, sinon on aurait la tête grosse comme une cafetière. Et puis c'est aussi de prendre conscience qu'on blablate tout le temps. Souvent, de façon un peu crue, je raconte qu'on produit des pensées, comme on produit de l'urine, comme on produit des sels. Je ne suis pas de l'urine, même si j'en produis. Je ne suis pas des sels, même si j'en produis. Je produis des pensées, mais je ne suis pas mes pensées. J'ai appris enfant à être continent et pas faire pipi et caca dans ma culotte. Eh ben, je peux apprendre à être continent cérébralement. Je ne suis pas obligé de penser tout le temps. Je ne suis pas obligé d'avoir des émotions tout le temps. Je peux simplement vivre la vie d'aujourd'hui. Et on peut méditer, faire de la pleine conscience finalement. En parlant là, en étant en pleine conscience, en échangeant avec vous, je peux faire de la pleine conscience. En prenant ma douche, en étant simplement là à prendre ma douche et pas à penser ce qui va se passer après. Je suis aussi dans la pleine conscience, dans l'instant présent, en faisant la vaisselle, en étant dans l'expérience sensorielle de laver les assiettes et tout ça. Je peux être dans la pleine conscience. Je vis chaque chose comme une expérience, sans la juger, sans la commenter, avec curiosité et bienveillance. Le côté, est-ce qu'on est efficace, est-ce qu'on devient des légumes, des zombies? J'ai pas dit ça. J'ai été invité par un chef d'entreprise, une très grosse entreprise, et son inquiétude, le PDG, c'était celle-là. Est-ce que les ingénieurs vont être des ingénieurs qui vont errer comme ça, en train de méditer, totalement inefficaces? Alors, ce qui est prouvé, ce qui est montré, c'est que le fait de méditer et le fait d'être totalement là et vraiment là permet d'être plus efficace dans ce que l'on fait. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, ou si on les fait mal. Donc si on veut bien faire les choses, il est important d'avoir des instants de respiration, bien sûr, que le cerveau par défaut puisse s'exprimer, mais aussi, quand on est là, on est là. Quand on se met à la tâche, on est efficace. Donc ce que permet la méditation, c'est une grande efficacité dans la présence, en l'instant présent. Donc on n'est pas des légumes, non. Ça aide à la productivité ? En tout cas, un autre exemple, bon exemple, c'est la procrastination.
La Je procrastination, vous avoue que je suis un expert pour ça. la procrastination, c'est si on se dit je vais ranger la table, tout de suite on a une pensée, oui mais pour ranger la table, il faut quand même que je bouge les bouteilles d'eau, puis il faut que je fasse ceci, et il faut que je fasse cela. Et tout ce flot de pensée est douloureux. On n'arrive plus à être dans l'action. Donc si on a conscience de cette production de pensée et qu'on se met simplement dans l'action, dans l'instant présent, ça permet d'éviter de se laisser happer par la procrastination. La procrastination, finalement, c'est un évitement à ces pensées douloureuses, à ces commentaires douloureux, parce que c'est un enchaînement de problèmes de commencer une tâche. Il y a de bonnes procrastinations? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Je parle de procrastination, de faire un choix. Par contre, d'avoir la liberté de choisir, est-ce que ça fonctionne pour moi de faire telle chose à cet instant? Est-ce que ça fonctionne pour moi de choisir de différer, mais d'être dans le choix, pas dans l'évitement? Oui, des petits évitements, ça fait du bien, hein. On n'est pas obligé à chaque fois de faire face à toutes ces difficultés, toutes ces douleurs. Donc on peut s'arranger avec soi-même et s'accorder des petits évitements si c'est efficace. Oui, pourquoi pas, hein. Il faut pas toujours. Il faut choisir ses batailles, hein. Ouais. Moi, je trouve que ça amène aussi comme réflexion par rapport à la méditation, c'est que la méditation, on a dit que c'était un entraînement mental, de s'installer dans l'instant présent, de se connecter au corps, c'est vraiment une pratique corporelle, de pouvoir regarder ses pensées et se décoller des pensées et dire tiens, j'ai la pensée que une pensée anxieuse, je ne suis pas obligée de me laisser embarquer, etc. Donc ça, c'est l'entraînement mental. Après, il y a d'autres formes de méditation avec des visualisations ou autres. Mais ça, c'est les méditations de pleine conscience. Mais petit à petit, ça amène à se demander, je vais poser une question un peu générale, mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Donc la procrastination, quelquefois, ça peut être utile pour se dire, je ne vais pas me lancer dans 25 000 trucs qui me fatiguent, qu'est-ce que je choisis ? Et de se poser quelquefois la question en disant mais j'aimerais bien dans 10 ans être où, que les gens retiennent quoi de moi. La méditation, ça va aider à revenir à un objectif de vie qui va nous correspondre, qui va être... qui va nous aider à ne pas nous dissiper justement dans 25 000 petites activités parce qu'un tel nous demande un truc, il y a une opportunité, on ne sait pas dire non. Donc quand je parlais de bienveillance tout à l'heure, bienveillance avec soi-même, bien se traiter, c'est aussi savoir choisir. La bienveillance, c'est pas de la complaisance, c'est pas mou, c'est vraiment une intention très forte d'aller dans une direction que j'ai choisie et la méditation va m'aider à ça aussi. Ça fait partie des pratiques méditatives. Dans les histoires qu'on se raconte, on structure des règles. Ces règles se traduisent par « il faut »,« je dois ». Et on essaye finalement dans la méditation à laisser décanter notre esprit comme de l'eau qui est boueuse pour y laisser apparaître l'eau claire et voir ce que l'on choisit. Et finalement arriver à supprimer de notre langage les « il faut », les « je dois » par « je choisis ». Je décide. Et la métaphore que j'aime bien dire, c'est que la vie, c'est comme la mer. Elle est juste à côté. Moi, chez moi, la mer, je suis breton, elle est plus dynamique. Hein, il y a des vagues. Et les événements de vie, comme l'a très bien dit Fulbien, on ne choisit pas ce qui nous arrive. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas quelle vague va nous arriver. Mais on peut choisir la manière dont on va la surfer. La manière dont on va la négocier. D'ailleurs, c'est la première question souvent en consultation que je pose à mes patients. C'est comment vous avez surfé la vie depuis la dernière fois. Comment vous l'avez négocié. Et pas rentrer en lutte. Si on rentre en lutte contre les vagues, on risque de boire la tasse. Et puis si on veut essayer de comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire des tests jusqu'à la fin de sa vie. Oui, donc la pratique, c'est se dire de quoi je dois me libérer pour voir clair. De quoi qu'est-ce que je dois lâcher pour que mon regard soit clair et mon cœur tranquille. C'est juste ça. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de je ne sais quel... c'est pas de la transe chamanique. Non, c'est pas la transe, c'est de quoi je dois me libérer pour que je puisse retrouver la sérénité, le calme et cette présence tranquille, sereine. S'asseoir à la plage, c'est facile, mais c'est difficile de faire le silence intérieur, c'est difficile de retrouver son calme. Et c'est tout ça qui nous empêche d'être là, d'être en communion avec l'extérieur. Ouais. On a pu
observé des cerveaux en méditation. Comment réagit le cerveau quand il médite, ou quand la personne médite? Claire? Comment réagit le cerveau? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a les études d'Antoine Lutz qui montrent que quand on médite, on est installé, comme dit Fulvien, enfin, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais c'est simple, mais c'est pas facile. Ce qu'on voit, c'est que le cerveau, on se pose, et puis si je commence à penser quelque chose, on voit des marqueurs dans le cerveau que je suis en train de bourgeonner vers des idées, des pensées. Et puis il y a cette prise de conscience ça c'est l'étude d'Antoine Lutz, prise de conscience que je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de penser à mes vacances, je suis plus du tout en contact avec mon corps. Et quand je me rends compte de ça, ça me donne l'opportunité. Alors il y a des gens qui disent « Ah zut, j'ai encore pensé ». Mais en fait non, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est de me dire « Tiens, je m'aperçois que je suis ailleurs et je peux réengager mon attention sur les perceptions du corps ». Et ça se voit dans les différents marqueurs cérébraux, c'est ce réengagement intentionnel de notre attention sur l'instant présent. Donc il y a ça, ce qu'on se rend compte dans le cerveau, c'est qu'il y a l'amygdale, qui est la partie responsable des émotions dont je parlais tout à l'heure, qui flambe moins ou moins longtemps. Ensuite, il y a d'autres marqueurs, on se rend compte qu'il y a une meilleure connexion entre les aires cérébrales. Il y a les études de Richard Davidson aussi autour de tout ça, de Rick Hanson et tout. Il y a aussi il y a plein de marqueurs, la matière grise qui se développe plus, on a une meilleure connexion avec le corps, donc toutes les parties qui représentent le corps s'épaississent. En tout cas, on a fait des grandes découvertes au niveau des neurones il y a une grande dizaine d'années. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 3 réseaux neuronaux dans notre cerveau. Le réseau neuronal d'action, qui nous permet de faire des choses. Le réseau neuronal par défaut, où c'est ce qui fait qu'on prend le métro et puis on est là, mais pendant 3 stations, on ne s'est pas rendu compte qu'on a fait 3 stations. On est là sans être là. Et puis le réseau de science qui fait que ça fait ressortir quelque chose. Et on se rend compte qu'on passe presque 50% de notre vie à vagabonder, à n'être pas vraiment là. Alors ce réseau par défaut, il est parfois utile dans la créativité, il nous aide à associer librement plein de choses, mais ce réseau neuronal par défaut, c'est souvent quand on est dans ce mode-là qu'on a ces comportements qui nous échappent, comme je parlais tout à l'heure, comme la boulimie, comme la trichotillomanie, tous ces comportements addictifs, c'est quand il y a ces échappements, et on a un défaut d'attention. Donc finalement, c'est pratiquer la méditation, c'est de savoir où on en est et pouvoir choisir de se reconnecter à notre réseau neuronal d'action. Et ça se voit en IRM fonctionnel, et c'est vraiment super. Des gens comme Mathieu Ricard, son cerveau a été découpé dans tous les sens, parce que c'est ça qui est génial avec tous les moines bouddhistes, c'est qu'ils ont fait l'effort d'essayer de faire une corrélation entre leur savoir millénaire et les outils modernes, et on peut objectiver matériellement l'action de la méditation. Il y a vraiment une réalité physiologique cérébrale. Fulvien. Oui, effectivement, la question que tu dis, Jean-Christophe, c'est la question de la liberté. Il y a souvent la question qui se pose en méditation, est-ce qu'on est un peu plus libre? Et ce sentiment de liberté, c'est pas tellement une liberté, un état, mais c'est surtout la possibilité de se libérer. C'est-à-dire qu'il y avait un psychiatre autrichien, Viktor Frankl, qui disait entre le stimulus et la réponse, c'est entre l'événement, l'excitation et ma réaction, il y a un espace de choix, un espace de liberté, et cet espace de choix, de liberté, de libération, de comportement intérieur ou par les pensées, c'est l'espace de la méditation. Je vois ce qui est, ce qui apparaît, ce qui me stimule, ce qui m'excite, mais je me sens pas obligé de répondre, etc. Donc c'est un acte de révolte, révolutionnaire la méditation. C'est pouvoir dire non aux automatismes, c'est pouvoir dire non aux envies, mais de choisir quand je veux boire un bon coup, quand je veux manger ou quand je veux faire ceci, quand c'est moi qui décide et pas mes instincts.
Claire. Si je peux juste ajouter une toute petite chose, tout à l'heure tu as dit un mot important, tu as dit que c'était une pratique du cœur, et je pense que pour moi la méditation, il faut tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, mais la relier au fait qu'on est des êtres grégaires et qu'on a besoin d'être en lien. Et on s'est rendu compte, notamment tout à l'heure je parlais de Richard Davidson, il a beaucoup montré des études qui mettent en lumière à quel point la méditation nous permet d'être moins pris dans notre ego, dans notre orgueil, et d'être beaucoup plus capable d'être curieux, de reconnaître si on a eu tort. Et du coup, ça adoucit beaucoup les relations avec les autres. Et pour moi, c'est vraiment un objectif aussi de la méditation, c'est d'amener ça le plus possible dans le monde, avec beaucoup d'optimisme. Pour que les conflits se calment. Après, ça ne veut pas dire tout accepter de quelqu'un. La bienveillance, encore une fois, ça ne veut pas dire je vais trouver des personnes qui ont des comportements pas acceptables, je ne vais pas me mettre à les accepter, mais je ne vais pas rajouter du dénigrement de cette personne, de la critique. Je vais simplement refuser quelque chose, mais je ne vais pas dénigrer, je ne vais pas dire « Ah oui, mais d'ailleurs, ça ne m'étonne pas d'elle, elle est tout le temps comme ça », et là, on repart dans le blabla mental. Donc, dans la méditation, il y a cette curiosité, cette ouverture. Tout le monde est bien, on a cette capacité à être bienveillant, mais souvent avec les gens qui nous sont proches, et la méditation va aider à ouvrir cette attention aux autres de façon beaucoup plus large. Voilà. Merci. Très bien, merci. Oui, juste un petit mot sur la pratique de la méditation pour être concret. Je pense qu'autrefois, nos anciens méditaient sans le savoir, en allant au jardin, en faisant du tricot, des choses comme ça, parce qu'ils étaient vraiment dans l'instant présent. Maintenant, on est dans une société du jugement, on va au restaurant, on note tout et on nous a surstimulés à commenter. Donc on peut apprendre à méditer soit avec des applications, il y a Petit Bambou qui est une application très, très célèbre où on peut apprendre à méditer, mais c'est bien aussi d'apprendre à méditer dans les stages qu'a évoqué Claire, MBCT, MBSR, parce que quand on fait ces stages-là, ce qui est formidable, finalement, l'air de rien, on passe beaucoup de temps à parler, à échanger de son expérience intérieure. Et ça, c'est passionnant d'échanger. Qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur ? Claire, qui est instructrice, va peut-être pouvoir nous aider. Moi, je trouve effectivement la pratique en groupe, il y a MBSR, MBCT, il y a d'autres formes de groupes, il y a d'autres lieux aussi. Mais en tous les cas, dans l'échange, quand il y a des pratiques méditatives et qu'ensuite on échange ensemble avec l'instructeur, la personne qui guide le groupe va poser la question à chaque personne en disant avec beaucoup de curiosité quelle a été votre expérience, qu'est-ce que vous avez vécu. Finalement, ce dialogue qui se passe dans le groupe, c'est comme le dialogue qu'on doit avoir avec nous-mêmes sur notre coussin. C'est toutes ces petites questions curieuses. Il y a eu ça comme sensation, ça a attiré mon attention, j'avais tellement mal que je n'étais plus que ma douleur et je ne me suis pas rendu compte que j'étais très confortable dans mon pull. Et donc cet échange sur la pratique, elle est essentielle pour ensuite savoir pratiquer chez soi. Ensuite, la pratique, c'est vraiment, je trouve, dans toutes les traditions spirituelles, il y a cette idée de s'immobiliser, de tourner l'attention en soi-même et de faire silence. Et c'est une pratique ancestrale, simple, mais pas facile. Très bien, on va pouvoir prendre quelques Les questions questions. du public. Est-ce que vous avez des questions ? Levez la main pour que... Alors j'en vois une là-haut, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Juste devant et aussi. ici. Sur notre droite aussi. Ah, et là-bas. Alors on va prendre 3 questions. Ici, là et là-haut. Questions assez courtes et réponses assez courtes, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question par rapport aux méditants qui ont de l'expérience. Est-ce que eux, ils sont moins pollués par les pensées qui viennent ? Est-ce qu'ils sont moins obligés de faire ces allers-retours constamment ? Ou est-ce que c'est pas la pratique qui va faire empêcher les pensées de venir ? Est-ce qu'avec la pratique, on peut avoir moins ces pensées qui viennent, ou est-ce que c'est inhérent à la nature humaine ? Notre cerveau, il est fait pour penser, c'est inhérent à la nature humaine. Notre cerveau, sa fonction, c'est de se souvenir il nous arrive quelque chose, il se souvient de nos expériences passées en disant « Ah, t'as déjà connu ça », et puis il projette quelque chose dans l'avenir. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser,
Mais petit à petit, avec la pratique, par contre, on va calmer l'intensité et le nombre de nos pensées, au lieu que ça fuse dans tous les sens, petit à petit, en nous ancrant dans la respiration, dans le corps. Ça va permettre d'atténuer le mouvement des pensées, et peut-être que celles qui sont importantes, on les verra mieux. Voilà. Il y avait un maître zen qui disait que lorsque vous avez une pensée qui arrive à votre esprit, laissez la porte d'entrée ouverte, laissez la porte de sortie ouverte, mais surtout ne leur offrez pas le thé. C'est juste ça. Merci. Merci. Une deuxième question. Donc, monsieur, madame, pardon, et ensuite là-haut, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces excellentes informations. Et j'aurais voulu demander, on a l'impression que dans notre culture, il faut effectivement s'arrêter, faire silence et puis être en connexion, mettre en connexion l'intérieur et l'extérieur. Et c'est presque parfois comme une rééducation. Et alors, cette phrase aussi africaine, hein, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressé de mourir. Ma question, c'est, et plusieurs fois vous l'avez évoqué, dans la vie courante, comment on utilise cette capacité, cet apprentissage à avoir médité. Et donc, vous l'avez dit plusieurs fois, et ma question est la suivante. Est-ce que dans les grandes institutions d'éducation, qui est la famille ou bien qui est l'école, il y a des dispositifs pour arrêter de distraire les enfants, mais de leur permettre d'être en connexion avec ce qu'ils ressentent et ce sur quoi ils se concentrent? Merci. Alors, il y a différents éléments de réponse. Tout d'abord, vous avez commencé votre phrase par « il faut ». On va essayer de les laisser de côté. Faisons de la méditation. Finalement, ces ralentissements, c'est comme la musique, hein, Fulbien parlait de la musique. Les silences font partie de la musique. Et donc, dans la musique de notre vie, c'est intéressant de mettre des respirations, de mettre des silences. Et je crois, ces respirations, on peut la faire de façon informelle. C'est simplement, moi, quand je suis en consultation, quand je prends un nouveau patient, je prends un instant quand je m'assois pour respirer, 2-3 respirations, pour être simplement là et me reconnecter au patient. C'est faire de la pleine conscience, ça peut être juste des instants comme cela. Et ça se travaille à l'école, en effet. Moi, je suis un fervent défenseur pour qu'à l'école primaire, on apprenne à faire de la méditation, on apprenne des connaissances sur les émotions. Ça se fait de plus en plus selon la volonté des instituteurs. Mais ça pourrait être un engagement national de travailler cela. Oui, hier j'ai animé un atelier pour les enfants parce que c'est très important pour moi de s'intéresser aux enfants parce que pourquoi s'intéresser à la méditation si tard? Pourquoi commencer à aborder son monde intérieur quand il y a uniquement des problèmes au bout de 30, 40, 50 ans? Et je leur disais la chose suivante, c'est que notamment aux enseignants qui avaient des difficultés pour faire pratiquer la méditation dans leur cours, dans leur classe, c'est qu'on ne prescrit pas la méditation comme on prescrit aller faire du tennis ou il s'agit de l'incarner. Et quand je dis qu'il s'agit d'incarner, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer les conditions pour que l'état méditatif apparaisse. C'est-à-dire que je ne peux pas ressentir l'état méditatif de suite, mais je peux ralentir. Je peux installer un certain silence. Je peux ralentir le débit de ma voix. Je peux créer les conditions du calme, du silence et de la lenteur qui font que l'état méditatif va apparaître. C'est-à-dire que je disais à cette enseignante, eh bien, qui est aussi mère, vous asseyez à côté de votre fille, je vais te raconter une histoire, installe-toi confortablement, on va baisser un peu la lumière pour que ce soit plus confortable pour nous. Voilà, c'est de la pratique. Et c'est pas, on va méditer dans 5 minutes. Ça n'a pas de sens. Merci. Une dernière question là-haut? Oui, je voulais d'abord remercier les intervenants et notamment les images que vous donnez qui nous permettent de bien nous représenter ce que c'est la méditation, notamment pour ceux qui ne la pratiquent pas. Pour revenir un peu sur la question précédente et une qui avait été abordée hier aussi, ça concerne le TDAH et notamment ce que vous pensez que la méditation peut apporter sur les problèmes attentionnels. Et ma question s'adresse particulièrement aux psychiatres, notamment par rapport aux techniques qui existent médicamenteuses avec le méthylphénidate ou bien le neurofeedback. Merci.
Merci. On précise peut-être TDAH, les Alors, troubles c'est de les troubles de l'attention. l'attention, troubles de l'attention, hyperactivité, troubles de l'attention. Alors, c'est un outil, ça fait partie de la boîte à outils pour prendre en charge les gens qui souffrent de ce problème de santé. Les médicaments peuvent être utiles, mais aussi la méditation, ça permet de muscler les capacités d'attention et de prendre conscience quand on s'échappe. Donc, c'est un excellent outil dans cette prise en charge. Ça fait partie de la boîte à outils. Merci beaucoup. Une dernière question. On a 2 minutes. Juste là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai 2 questions. Vous pouvez choisir à laquelle vous voulez répondre. Alors, la première question est sur la recherche potentielle, si ça existe, entre les différentes formes de méditation, les différentes personnalités et les différents buts cherchés par une séance de méditation ou une expérience. Moi, par exemple, ça me va beaucoup plus la méditation dynamique. J'ai essayé beaucoup de différentes formes, ça me va plus. Mais peut-être il y a des moments dans ma vie que ce n'est pas ça que je dois faire afin d'avoir quelque chose que j'ai besoin en ce moment. Est-ce qu'il y a des recherches sur cette interaction entre les personnalités, les formes et le but? Première question. Deuxième question, ça m'a beaucoup intrigué ce que vous avez dit pour l'éducation aux enfants, surtout à l'école primaire. Je crois que c'est fondamental aussi. Et je me demande qu'est-ce que vous avez à dire sur les bénéfices de la méditation, sur les changements de comportement qu'on a besoin maintenant devant les changements climatiques. Si ça fait partie des conversations, des discussions que vous connaissez afin de pouvoir lutter à ça. Merci. Merci. Bon, En moins d'1 minute, c'est le challenge. Je vais juste choisir la première question. Ce qui est important dans la méditation, c'est que ce n'est pas juste s'asseoir et laisser passer, c'est de prendre conscience quel est le processus que je travaille. C'est-à-dire quel est l'entraînement que je vais faire en ce moment. Il peut s'agir tantôt de ce qu'on appelle l'attention focalisée, c'est-à-dire la concentration, tantôt là, une présence à ce qui est. Donc quand mon esprit est agité, va à droite et à gauche comme un singe qui s'excite, l'attention focalisée. Lorsque je suis sur la respiration par exemple, lorsque je plane et que j'ai du mal à me concentrer, là c'est l'attention focalisée. Et après quand il y a un problème de souffrance personnelle, c'est sur le moi. Pour ce qui est de la deuxième question, c'était sur le climat. C'est de prendre conscience qu'on est en interaction. C'est-à-dire que la méditation, c'est être en lien et que je dois dire merci aussi à la nature qui est là, qui me nourrit. Merci. Juste pour le climat, 2 secondes. Il y a un truc extraordinaire que j'ai la chance de participer, c'est qu'à l'UNESCO, il y a un groupe qui s'appelle le GIECO, de scientifiques internationaux, qui essayent de réfléchir comment on peut changer nos comportements pour avoir un réel impact sur l'écologie. Peut-être que ça pourrait être un prochain sujet pour Neuroplanète. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il y a tout un groupe international, le GIECO, allez voir sur Internet, de scientifiques qui travaillent là-dessus. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort. Merci infiniment.